prévenu, on se retrouve donc ce matin avec deux nouvelles thématiques à aborder sur notre stand. Donc la thématique du PIMT, le plan infrastructure et mobilité pour tous. Et dans un second temps, nous aborderons notre plan stratégique fibre optique. Nous allons donc tout de suite rentrer dans le vif du sujet en abordant le PIMT, le plan infrastructure et mobilité pour tous. Et c'est Michael Almer, notre directeur général, qui va introduire le sujet. Merci Louise. Merci à tous pour votre présence nombreuse sur notre stand ce matin, deuxième jour du Salon des mandataires. Avant de rentrer dans le vif du sujet, moi, je voudrais un petit peu comme hier planter le décor de la Sofico, rappeler ses activités et remettre en évidence les trois plans stratégiques que notre société poursuit. Donc, comme Héloïse l'a rappelé, nous avons ici depuis 4 ans cette petite habitude de faire des exposés sur les 2 jours, une habitude que j'apprécie énormément. Donc, pour rappeler la Sofico, une société de financement complémentaire des infrastructures, comment est-ce qu'on s'identifie? Nous sommes une société distincte de la région Wallonne, notre actionnaire à 100%, mais on a bien une autonomie juridique, on est une entité séparée, et dès lors également une entité financière autonome, et nous appliquons les principes de la comptabilité privée. De ces caractéristiques découle une certaine flexibilité au niveau budgétaire. Cette flexibilité nous permet de mieux suivre le rythme technique des chantiers. Notamment, on n'est pas exactement soumis au principe d'annualité budgétaire et donc on n'a pas à chaque fois à devoir attendre le visa de certains organismes de contrôle afin de débloquer les crédits de liquidation. On a une certaine autonomie et flexibilité à cet égard. Alors qu'une autre caractéristique très importante, c'est le modèle de recettes affectées selon lequel la Sofico opère. Donc, on a la garantie en fait que les recettes collectées par la Sofico, notamment sa recette principale, le prélèvement kilométrique sur les poids lourds, nous avons donc la garantie que ces recettes sont affectées au financement des infrastructures publiques. Chaque euro qui rentre va être réinjecté dans les infrastructures publiques en termes de voies navigables, de voies routières, au niveau de la Sofico, et non pas rejoindre le pot commun de la région Wallonne. Une autre caractéristique très importante, c'est l'assujettissement à la TVA de la Sofico. Chaque dépense d'exploitation ou d'investissement qui transite par la Sofico est éligible à la déduction TVA. Et enfin, au niveau stratégique, on essaie de nous positionner en tant qu'outil de relance et de soutien à l'économie wallonne. Voilà pour la carte d'identité Sofico. Alors, un petit rappel de nos activités. Nos activités, tout d'abord, au niveau historique, la Sofico s'était vue confier la réalisation de schémas manquants au niveau du réseau européen de transport routier et fluvial. Les grandes réalisations au niveau de Sofico, la réalisation emblématique, c'est le tunnel de Cointe à la liaison 25 et 40 à Liège. En termes de réseau routier, nous avons également le contournement de Couvain, je pense, qui vient de se terminer. Et alors, de manière plus antérieure, nous avions la réalisation de la 8. Au niveau des schémas manquants sur les voies navigables, je pense aux écluses de l'année d'Ivoramais. Et nous avons actuellement un chantier assez important en cours à Seine-de-Ville. La mise à grand gabarit des écluses sur le site de Seine-de-Ville, qui sera la levée du dernier goulet d'étranglement au niveau du passage sur la Meuse en direct de Namur vers Liège. Alors ça, c'était la première activité, donc la réalisation des schémas manquants. Deuxième activité, nous sommes un gestionnaire de réseau, du réseau routier structurant au niveau des routes en particulier. Nous gérons 900 km d'autoroutes et 1400 km de voies nationales dites stratégiques, dites structurantes. Nous sommes également diversifiés avec le réseau de fibre optique que nous gérons au niveau télécom, donc qui est le long des voies navigables et des voies routières également. Franck en dira un mot tout à l'heure lors de la deuxième session que nous avons ce matin. Et enfin, nous essayons de tracer dynamique au niveau commercial en ce qui concerne le domaine qui nous a été confié par la région. Donc, on essaie d'avoir une certaine dynamique commerciale via l'octroi de concessions au niveau des autoroutières principalement et des énergies renouvelables. Nous avons des concessions éoliennes et en centrale hydroélectrique. Voilà pour les activités de la Sofico. Comme je disais, les 3 exposés que nous avons eus sur ces 2 jours ont trait à la présentation des 3 plans stratégiques que nous poursuivons. Alors, vous voyez, les chiffres sont assez quand même conséquents pour la Wallonie. Nous avons parlé hier, c'est le 3e plan stratégique sur ce slide. Nous avons évoqué hier le rôle de la Sofico dans le cadre du plan de relance wallon. Donc, on s'est vu confier un montant de 107 millions d'euros, principalement au titre
de la reconstruction des infrastructures publiques touchées par les inondations de juillet 21. Franck nous parlera tout à l'heure du plan stratégique fibre optique, doté à concurrence de 80 millions d'euros. Et je vais laisser la parole à l'instant à Héloïse, qui va nous présenter certains chantiers emblématiques du plan pluriannuel 2020-26, dit PINT, donc le plan infrastructure et mobilité pour tous, qui découle de la déclaration de politique régionale, pour laquelle la Sofico a un rôle à jouer de 1,1 milliard. Un dernier mot, je pense, avant de laisser la parole à Héloïse. Donc le PINT, comme je disais, dérivé de la DPR, un budget total de 2 milliards d'euros, porté par deux entités, la Sofico et le SPWMI. Au niveau des axes stratégiques, de manière globale, il s'agit plus d'entretenir et de rénover les réseaux existants plutôt que de développer des infrastructures totalement nouvelles. Ça découle de l'accord de gouvernement. Et alors, ce plan doit prévoir également un aspect de transfert modal. On pense pour la Sofico au chantier Orpsan-Neuville que j'ai cité il y a quelques instants. Et alors, plus pour le partenaire SPWMI, ce plan sur les 2 milliards comprend également une enveloppe de 400 millions d'euros qui est allouée au transport en commun et à la mobilité douce et active, mais ce volet concerne un tout petit peu moins la Sofico. Des slides pour montrer l'ordonnancement du plan pour la Sofico, volet Sofico uniquement, comme je disais, 1 milliard. Vous voyez que le plan a connu un démarrage en 2020, on était à une quarantaine de millions d'euros. Réel 2021, on a une soixantaine, je cite là les chiffres du pôle routier. En plus de cela, vous devez combiner la part qui concerne le chantier Orpsan-Neuville sur les voies navigables. Donc si on somme les deux, en 2020, on a réalisé 60 millions sur ce plan. Et en 2021, on est déjà à une petite centaine de millions d'euros. Et alors vous voyez, les années qui viennent seront très intenses, peut-être même ici au niveau planification. L'année 2023 qui est un petit peu encombrée, je pense qu'on va, en bonne collaboration avec le partenaire SPWMI, on va un petit peu réétaler sur les années 24 et 25, mais pour donner quand même une illustration de la force de ce plan avec 1 milliard d'euros, notamment porté par la Sofico. Alors, un dernier mot, donc j'ai expliqué, voie navigable, 150 millions dans le milliard, c'est le chantier Orpsan-Neuville. Route qui prend la part du Lyon avec 900 millions d'euros. L'enveloppe tech qui apparaît par la suite, ici la petite barre jaune à partir de 2022. Donc l'enveloppe tech totalement dédiée au chantier bus à haut niveau de service à Charleroi. Et enfin, vous voyez la petite barre verte, comme je le disais, la mobilité douce et active qui est plutôt dotée au niveau du SPWMI. Mais vous voyez que la Sofico a quand même une enveloppe de 30 millions d'euros pour les pistes cyclables qui seront construites le long du réseau structuré. Voilà pour la présentation globale du PINT et de la part Sofico dans le cadre de celui-ci. Je voudrais maintenant laisser la parole à Héloïse qui va présenter quelques chantiers remarquables au sein de celui-ci. Merci Michael, merci beaucoup. Donc effectivement, nous avons prévu d'épingler 3 chantiers d'envergure repris au PINT. Alors d'envergure, tout d'abord au niveau de leur budget, puisque ce sont des montants importants du PINT, mais aussi des chantiers importants au niveau de leur réalisation. Ils représentent parfois pour les équipes de véritables défis techniques. Ce sont des chantiers qui, pur hasard, vont nous emmener uniquement en région liégeoise, tantôt sur la voie d'eau, tantôt sur le réseau autoroutier. Alors, si vous circulez sur l'autoroute 42 à 15 entre Liège et Namur, vous l'aurez forcément croisé ce chantier. Il s'agit du chantier de réhabilitation du viaduc de Ucorgne. Donc, je viens donc de le dire, qui supporte l'autoroute à hauteur de la commune de Wanze et qui permet donc de traverser toute une série d'obstacles. On pense à une nationale, à 2 routes communales, à la Mehaigne. Alors, cet ouvrage d'art, il est long de près de 550 mètres, haut à certains endroits de 60 mètres, d'une largeur de 34 mètres. Alors, pour la suite des explications, c'est important de bien se représenter que cet ouvrage est constitué en fait de 2 ponts. Un pont qui supporte habituellement les voies, parce que le pointeur n'a pas l'air de fonctionner. C'est pas grave, on va faire ça. Donc, un pont qui supporte habituellement les voies vers Namur et un pont qui supporte habituellement les voies vers Liège. Lorsque l'on observe ce viaduc de côté, il est constitué de 3 parties. C'est également important pour la suite des explications. Donc, il est constitué de travées d'approche, côté Namur et côté Liège, et d'une partie centrale.
Alors les structures de ces parties sont différentes, on le voit très bien lorsqu'on les regarde par le dessous du viaduc, puisque les travées d'approche sont constituées de poutres préfabriquées qui donnent vraiment cet aspect gaufré lorsque l'on regarde le viaduc par en dessous. Et la partie centrale, elle, est constituée de caissons en béton, et donc on aperçoit cette partie lisse sous la partie centrale du viaduc. Alors on est tout de même à un endroit qui est fréquenté chaque jour quotidiennement par environ 60 000 véhicules par jour. Et il est important aussi de préciser que ce viaduc a été construit entre les années 68 et 71, et donc il nécessitait vraiment à ce stade une véritable cure de jouvence. Donc au niveau des aspects qui étaient à traiter sur l'ouvrage, on retrouve tout d'abord la précontrainte. Alors sans montrer dans trop de détails, la précontrainte c'est vraiment la mise sous tension de l'ouvrage. Il fallait également revoir ses revêtements, revoir ce que l'on appelle son profil en long, c'est ce qui permet d'amener un certain confort de roulage, notamment à l'usager. Il fallait également revoir ses bétons, l'ensemble de ses équipements, donc ses glissières de sécurité, son système d'égouttage, et également le système qui permet d'accéder au viaduc. Alors, au niveau du traitement et des réalisations à effectuer, je vous ai parlé tout à l'heure des travées d'approche et de la partie centrale. En fonction de l'endroit où on se trouve, les travaux à effectuer sont différents, puisque en travées d'approche, on a dit constituées de poutres. On a décidé donc de maintenir les piles en place que vous apercevez, donc de détruire le reste du viaduc, d'enlever les poutres et de les replacer, mais de réhabiliter les piles en place au niveau des travées d'approche. Donc c'est une opération sur laquelle on reviendra en image tout à l'heure. Donc la dépose de ces 72 poutres de 60 tonnes chacune de 30 mètres de long et la pose de ces poutres, ce qui amène également à scier, à évacuer et à effectuer des opérations de plutage jusqu'à 60 mètres de haut pour pouvoir aussi scier le pavillon. Évidemment les mêmes opérations dans l'autre sens pour la reconstruction. Au niveau des travées centrales, vous le voyez, on parlait de caissons en béton. Donc là, il a été décidé de maintenir la structure, de la mettre à nu et de la réhabiliter. Vous apercevez ici les caissons en béton dont nous parlions tout à l'heure. Et on en parlait, on revoit également la précontrainte au niveau de ces caissons. Alors d'une manière, donc oui, en partie centrale, on répare également le tablier, on place de nouvelles structures métalliques, je le disais tout à l'heure, pour faciliter les inspections. Et d'une manière plus générale, donc sur l'ensemble de l'ouvrage, on va évidemment poser une nouvelle étanchéité, de nouveaux revêtements, un nouveau système d'égouttage, de nouvelles glissières en béton, des écrans anti-bruit aux endroits importants. On va revoir le profil en long, on en parlait pour améliorer le confort de l'usager, remplacer ces caillebotis entre les deux viaducs et remplacer l'éclairage au sodium qui existait précédemment par un éclairage au LED. Donc je le disais, c'est vraiment une vraie cure de jouvence pour ce viaduc. Alors, la toute première phase en fait du chantier a été une phase très importante en termes de mobilité. C'était une phase préparatoire qui a consisté en fait à renforcer un des deux ponts, le pont qui supporte habituellement les voies vers Namur. Pourquoi ? Pour pouvoir, lors du chantier, y basculer deux bancs de circulation. Donc maintenir 2 fois 2 bancs, puisque évidemment ce pont n'avait pas encore été réhabilité, il devait accueillir une charge de trafic quelque peu inhabituelle. Il était donc nécessaire de le renforcer. Cette opération a tout de même duré 4 mois. Donc vous apercevez ici sur cette photo vraiment les étriers. On a dû placer plus de 500 étriers au niveau de ce pont. Et vous apercevez donc ici le retour en surface. Donc il a fallu aussi réintervenir. Au niveau des phases suivantes, le chantier se découpe en 2 phases de 6 mois. Donc pour l'instant, nous avons entamé depuis janvier dernier la réhabilitation du pont qui supporte habituellement les voies vers Liège. Et donc cette phase doit s'achever pour le 22 juillet prochain. Nous réaliserons exactement les mêmes opérations sur l'autre pont, celui qui supporte les voies vers Namur, à partir de janvier 2023 jusqu'en juillet de l'année prochaine. Il ne sert à rien en fait pour les équipes d'entamer et de travailler entre ces 2 phases, puisque certaines opérations doivent évidemment coller à certaines conditions météo, et donc il ne serait pas opportun de démarrer ces phases plus tôt, puisqu'on devrait alors peut-être impacter inutilement les usagers de manière plus longue. Alors ici, vous apercevez les opérations de pose et de dépose des poutres qui ont duré 1 mois, de la mi-février à la mi-mars. Ce sont des opérations évidemment d'équilibristes qui sont réalisées par des grues spécifiques que vous apercevez sur cette image. Il faut savoir qu'on a eu des conditions météo qui n'étaient pas toujours très favorables à ces opérations, puisqu'on a eu, souvenez-vous, énormément de vent entre la mi-février et la mi-mars. Donc les équipes ont vraiment pu s'adapter, travailler de nuit pour tenir le planning, et le challenge a été tenu puisque ces opérations ont pu être effectuées donc, sur les travées d'approche, comme vous l'aurez compris, la dépose et la prise de poutre en 1 mois.
s'apercevant un peu aussi des images très spectaculaires. Et donc, lorsque les poutres ont été retirées au niveau des fermées d'approche, la partie centrale apparaissait vraiment comme une île flottante au milieu du vide. C'était vraiment très impressionnant. Ici, on aperçoit sur la partie centrale un portique qui peut se déplacer, qui nous permet de réaliser, qui permet aux équipes de réaliser toute une série de réparations de béton sur cette partie centrale. Et ici, c'est vraiment la toute dernière photo qui nous est parvenue dans l'appareil qu'on a placé sur site pour réaliser un time-lapse dont on disposera à la fin de la réalisation ici du plomb Verrières. Et donc, vous voyez que le travail est particulièrement bien avancé. Évidemment, je pense que c'est bien de mentionner chaque partenaire, parce qu'un chantier, c'est évidemment la collaboration de très nombreux acteurs. Donc le budget de ce chantier représente 23 millions, qui sont donc financés par nos soins, par la Sofico. Le SPO et Mobilité Infrastructure nous assiste évidemment dans la réalisation de ce chantier, puisqu'il nous assiste dans l'ensemble de nos missions. Le bureau d'études et le bureau Arcadis, et les adjudicateurs au niveau du génie civil sont les sociétés Besix et Galère. Alors, je voulais vous parler d'un deuxième chantier conséquent qui se tient en région liégeoise, au niveau de son entrée nord-est. Il s'agit de la requalification en boulevard urbain de l'autoroute E25 A25, entre le pont barrage au Mont-Saint et le pont Atlas. C'est aussi un chantier qui va permettre de connecter toute la zone multimodale de Bressou. Alors, on le sait, c'est un secret pour personne, toutes les grandes villes réfléchissent bien sûr à la manière de désengorger leur centre-ville. La ville de Liège ne fait pas exception, et le chantier dont je vais vous parler maintenant s'inscrit vraiment en droite ligne du plan de mobilité qui a été voté en 2019. Donc, on le disait, on est dans un quartier en pleine mutation. On aperçoit ici sur le plan le futur dépôt du tram, le parking P+R. Et donc ce chantier vise vraiment à inciter notamment les usagers qui voudraient se rendre uniquement au cœur de ville, et bien de pouvoir emprunter les transports en commun. Donc vous apercevez ici tous les projets en cours dans la zone. Pour l'instant, l'autoroute est composée, comme on le voit, de 2 fois 2 bandes de circulation, longée d'une bande d'arrêt d'urgence. D'un côté se trouve l'avenue Georges Truffaut, 2 fois une bande, et de l'autre côté, la Meuse. La zone de chantier, donc on l'a dit, s'étend sur plus ou moins 2 km, du pont barrage de Mont-Saint jusqu'au pont Atlas. Il va être question d'y démolir l'entièreté de la voirie, donc jusqu'au coffre, non seulement au niveau de l'autoroute, mais aussi sur l'avenue Georges Truffaut que l'on apercevait tout à l'heure. Et donc, le but, c'est vraiment d'apaiser la mobilité motorisée, puisque à terme, nous aurons une seule voie d'entrée en direction de Liège. On maintiendra évidemment 2 voies de sortie en direction de Visé, et la vitesse maximale sera sur cette zone réduite à 50 km/h pour transformer cette zone en boulevard urbain, comme je le disais tout à l'heure. Alors, ce projet va aussi permettre, on le disait, de connecter la zone multimodale de Bressou. Donc pour ce faire, vous apercevez ici une trémie qui va être réalisée pour permettre donc les différents croisements de flux. Une trémie qui sera garnie en surface de feu tricolore. On va bien sûr également favoriser l'utilisation des motos, donc des pistes cyclables seront réalisées. Je dis pistes cyclables, elles seront également dédiées bien sûr aux piétons, le long à la fois du bâti, mais aussi le long de la voie d'eau. Elles avaient déjà des largeurs assez conséquentes à la base, mais suite aux différentes enquêtes publiques réalisées dans le cadre de la demande de permis, les largeurs ont encore été revues à la hausse, et donc côté Meuse, la largeur de la piste est de plus de 3 mètres. Alors évidemment, il profite aussi de ce chantier pour pouvoir verturiser l'entrée de ville. Verturiser cette zone, c'est très important aussi vraiment pour l'ensemble des riverains, améliorer leur cadre de vie. Alors au niveau des timings, peut-être préciser aussi que ce chantier doit être achevé pour l'été 2024, mais toute la partie déjà motorisée sera totalement terminée fin de l'année 2023, puisque le chantier se concentre pendant les derniers mois sur la réalisation des pistes cyclables, des pistes dédiées aux motos dont nous avons parlé tout à l'heure. Et alors ici, ce chantier représente un budget de 17 millions que nous finançons avec à hauteur de 16 millions à l'aide d'un subside de 10 millions du Fonds européen de développement régional, donc le FEDER, et il y a 1 million qui est apporté par RESAC en cadre de placement d'AP30. Alors,
du réseau routier, on passe à présent à la voie d'eau. Oui, j'oubliais les partenaires de ce projet très important. Donc, ils sont comme toujours évidemment le SPOMI, le Bureau d'études Brecht et alors l'association momentanée Galère et ABP. Donc, je le disais, du réseau routier, on passe maintenant à la voie d'eau avec un autre chantier emblématique pour la Sofico et pour le PIMT. Il s'agit évidemment de la mise à grand gabarit du site d'éclusier d'Ampsin-Neuville. On en parlait tout à l'heure, vous avez d'ailleurs une photo derrière vous qui illustre ce chantier. Donc, Michael faisait allusion, pas tout à fait tout à l'heure également, le site d'Ampsin-Neuville est finalement le dernier goulot d'étranglement sur la Meuse, donc entre la Meuse et le nord de l'Europe et Anvers, pour pouvoir être porté à 9000 tonnes. Donc en fait, les sites voisins sont tous équipés d'une infrastructure qui permet le passage de 9000 tonnes de marchandises, donc à des gabarits de 225 mètres sur 25. Vous le savez, nous avons mis à grand gabarit le site d'Ivoramet et le site de la Mai précédemment. Et pourquoi mettre ce site à grand gabarit? Évidemment, il s'agit de réduire le temps d'attente de l'atelier et de pouvoir adapter ces sites au gabarit des bateaux de la navigation actuelle. Le site avait été mis en service en 1958. À l'époque, toujours jusqu'à il y a peu, il présentait deux écluses, donc une d'un gabarit de 600 tonnes, 55 mètres sur 7,5, et une de 2000 tonnes, donc de 136 mètres sur 16 mètres. L'objectif final du chantier, c'est de doter le site, on l'a dit, d'une écluse de grand gabarit, c'est-à-dire de 225 sur 25 mètres, 9000 tonnes. Alors, si on fait un rapide calcul, il faut savoir qu'en une seule bassinée, ça permet tout de même de transporter l'équivalent de 450 camions de 20 tonnes sur la route. Donc, en une seule bassinée, ça fait 450 camions en moins sur la route. Et alors, à côté de cette écluse donc, de grand gabarit de 9000 tonnes, se trouva une écluse donc, de taille moyenne de 4500 tonnes, 225 mètres sur 12 mètres et demi. Donc là, encore un rapide calcul, évidemment, en une seule bassinée, ça représente environ 225 camions de 20 tonnes, oui, je peux voir. Alors, vous apercevez ici l'écluse de taille moyenne, donc celle-ci, finalement, qui a pu être mise en service en janvier dernier. Donc, le chantier avait été en août 2018 et nous avons pu mettre cette écluse en service en janvier dernier puisque c'était la toute première étape de ce chantier. Donc en fait, pendant que nous réalisions cette écluse ici, l'écluse voisine permettait toujours d'assurer la navigation. Il faut savoir qu'en 2021, il y a encore eu plus de 8 millions de tonnes de marchandises qui ont transité par le site ici d'Ampsin-Neuville. Et donc vous apercevez cette première écluse qui a été réalisée, les premiers bateaux qui passaient en janvier dernier après une phase probatoire de l'écluse. Vous apercevez ici l'écluse avant sa mise sous eau. L'arrivée des portes de l'infrastructure. Ce chantier, ça a été un véritable défi technique, notamment parce que cette première écluse devait être réalisée sur une période d'environ 2 ans. Or, comme elle se trouvait côté fleuve, il était nécessaire, évidemment, à l'aide de pales-planches, de travailler en mettant le site au sec. Et donc, l'agenda qui a dû être dressé a dû tenir compte, justement, de ce cycle de saison, puisque en hiver, le débit de l'eau est plus conséquent et il n'est pas autorisé de laisser, évidemment, cette entrave au niveau du fleuve. Donc, les équipes ont vraiment dû adapter le planning à la réalisation de l'écluse. Il a également été nécessaire de réaliser un pont pour pouvoir connecter la nouvelle infrastructure. Alors ce chantier, ce n'est pas uniquement une mise à grand gabarit d'écluse. Ce chantier, il vise également à revoir tout le tracé de la nationale 90 que vous apercevez ici, puisque en agrandissant évidemment le site éclusier, il fallait permettre aux bateaux de pouvoir manœuvrer. Donc toute la nationale a dû être déplacée. Il vise également à améliorer le cadre de vie des riverains qui veulent également se déplacer en rodrigue, puisqu'on a remplacé ici la passerelle qui permet de relier les deux communes, oui et Amé. Elle devra d'ailleurs être poursuivie par la suite au-delà de la nationale, donc la nouvelle passerelle a été placée et est opérationnelle depuis septembre dernier. On va également créer toute une place à poissons ici en rive gauche. Alors ici, c'est la toute dernière photo dont nous disposons également au niveau du chantier, de nouveau dans le cadre d'un time-lapse. Et on aperçoit ici que le chantier, depuis janvier dernier, s'est déplacé. On a donc attaqué la réalisation de la
grande écluse de cette commande de 9000 tonnes qui représente l'objectif final du chantier. Vous apercevrez les travaux ici en cours pas plus tard que le mois dernier. Alors, ici, cette écluse représente un budget de 138 millions hors TVA, financé par la Sofico à l'aide d'un prêt remboursable à concurrence de l'augmentation de l'investissement maximum, donc à 80 millions, et à l'aide d'un subside à concurrence de maximum 30% d'investissement et plafonné à 50 000. Les partenaires, de nouveau, c'est important, évidemment, le SPVI, le bureau d'études Grèche et Tractable Engineering, et au niveau des adjudicateurs, les sociétés FH Duchel et Alidens. Je ne sais pas si vous avez des questions. Bien, merci beaucoup pour votre écoute.